Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur la question de la subdivision en échantillons d'apprentissage et tests des bases de données pour le schéma global de l'analyse prédictive. Voilà, très bien. Donc, j'ai mis les différents éléments ici, schématiquement, qui permettent de voir les différentes étapes, hein. Ça, j'avais expliqué en cours, mais je reviens dessus encore une fois parce que c'est très important. Donc, l'idée, c'est qu'on a une base initiale qui est scindée en deux parties, apprentissage et test. Voilà, sur l'apprentissage, on modélise. On a un modèle prédictif de différentes formes, analyse discriminante, arbre de décision, ou d'autres modèles que je vois en M2, typiquement SVM, réseau de neurones, naive Bayes, enfin tous les différents modèles prédictifs qu'on peut voir, ou régression pénalisée, etc. Quoi. Voilà, régression logistique pénalisée, ainsi de suite. Voilà, très bien. Une fois qu'on a le modèle, on a différents types de modèles pour les comparer, pour savoir ce que ça donne, pour savoir si réellement il est performant. Donc, j'avais dit que on va l'appliquer sur l'échantillon test. Et pour l'appliquer en échantillon, sur l'échantillon test, tout simplement, qui n'a pas participé à la construction du modèle, voilà, on crée une colonne prédiction, tout simplement sur la base du modèle calculé à partir des X. On a pris la prédiction, ici le modèle sur les X pour avoir la prédiction. Et on va comparer le Y observé sur l'échantillon test et la prédiction du modèle sur l'échantillon test. Voilà, via, entre autres, la matrice de confusion qui permet d'avoir, d'une part, donc, la quantité globale de l'erreur, la quantité de l'erreur qu'on mesure avec le taux d'erreur, et la structure de l'erreur qu'on a avec les différents indicateurs qu'on a vus ensemble, entre autres, principalement d'ailleurs, c'est rappel et précision. Il y en a d'autres, F mesure qui fait la combinaison des deux, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est l'idée globale. Ensuite, je reviens sur nos TD. Nos TD, habituellement, en tout cas pour les premières séances, je prépare en amont avant la séance, ici, train et test. La situation d'apprentissage et test, voilà, je les prépare. Et généralement, je le mets ça dans deux fichiers texte différents, fichier CSV, soit je le mets dans deux feuilles Excel différents. Voilà. Alors, pourquoi je fais ce travail-là préparatoire pour vous, pour nous? Pourquoi je le fais? Parce que comme ça, on a exactement les mêmes échantillons d'apprentissage et test. Voilà. Très bien. Et ça permet plein de choses. Déjà, moi, comme on travaille exactement sur le même ensemble de données, si on utilise les mêmes algos sur le même logiciel, on doit avoir les mêmes résultats. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, c'est une astuce, une procédure, une stratégie simple pour moi de vérifier vos calculs. C'est pour ça que je fais ça. Autre élément important également, comme j'ai la même ici partition apprentissage test, voilà, bah, du coup, je peux comparer les résultats d'algo différents du même outil. Par exemple, je suis dans scikit-learn en Python, c'est ce qu'on a fait, ça en TD, voilà. Pour comparer les performances de l'arbre et de l'analyse discriminante, j'applique l'arbre, je crée le modèle exactement sur les mêmes échantillons d'apprentissage dans les deux cas, avec les deux algorithmes, arbre et analyse discriminante, et je les applique les deux sur le même échantillon test, et là, j'ai des prédictions que je peux directement comparer. Je peux directement, donc, en fait, comparer les performances. Enfin, il y a une autre raison à cela, la troisième raison, c'est que du coup, je peux comparer des algos différents de logiciels différents. Hmm. Ça, on l'a fait, ça. On a utilisé donc différents outils, voilà. Et comme on a la même subdivision apprentissage test, voilà, bah, du coup, on peut comparer. Je fais un arbre dans Cipina, par exemple. Je fais un arbre dans scikit-learn de Python pour savoir quel est donc le meilleur paramétrage que j'ai pu faire. Ben, j'utilise exactement les mêmes échantillons de données en apprentissage et test. Et là, les résultats en test seront directement comparables. Voilà. Très bien. C'est un long préambule, mais bon, c'est important de bien comprendre ce qu'on est en train de manipuler. Alors, j'avais fait déjà une première vidéo sur la subdivision apprentissage test. J'avais parlé d'un tuto sous Python, voilà, qui permettait de le faire. Donc, je montrais dans scikit-learn, donc c'est dans modèle sélection, c'est ten test split qui permet de le faire. Ça, c'était une part. Et j'avais montré aussi comment le faire sous Excel, voilà, en créant la colonne aléa qui va jouer le rôle d'index, qui n'a rien à voir avec le problème. En triant sous cet index-là, ça brasse les. Voilà. C'est très bien, ça permet déjà de fonctionner. Mais quand même, on peut aller plus loin que ça. Alors pourquoi? Parce que là, la subdivision en fait apprentissage test, elle sera pas la même si je travaille sous Python ou si je travaille sous Excel. Et donc, si je veux comparer les résultats, mais quand je crée un modèle dans l'un et dans l'autre, si je veux comparer les performances, je les compare sur des échantillons tests différents. Bon, on a un ordre d'idée du taux d'erreur quand même, puisque c'est une estimation, mais les résultats ne sont pas directement comparables. Donc, l'objectif de ce tuto-ci, voilà, de cette vidéo tuto, voilà, pour vous permettre à vous, parce qu'on m'a dit que vous avez un projet à faire. Je me suis laissé entendre, je me suis laissé dire que vous avez un projet à faire, voilà. Et donc, dans ce projet-là, j'imagine qu'il y aura des choses, il y aura une manipulation de partition test, enfin, partition en apprentissage et test des données. Je sais pas, mais c'est ce que je me suis,
C'est ce que j'ai cru entendre. Voilà, très bien. Alors, dans votre projet, typiquement, vous avez le droit d'utiliser les outils que vous voulez. Vous savez très bien que moi, je n'ai pas de religion sur les outils, hein. Chacun utilise comme il veut. Ce que je veux, c'est la performance, le résultat et la performance. Voilà, très bien. Donc, ce que je montre dans cette vidéo aussi, c'est quoi? C'est que on va subdiviser donc les données en apprentissage test dans Excel, voilà, et on va s'arranger à ce que cette même subdivision, cette subdivision-ci, soit utilisable dans différents outils. On va utiliser 5 outils là-dessus, hein, voilà. Je ne veux pas que mes étudiants soient dépendants des outils. C'est pour ça que dans mes TD, d'ailleurs, j'utilise une série d'outils différents, voilà, et vous devez être capable de switcher de l'un à l'autre. Ça, c'est très important. Et justement, dans cette vidéo, dans cette tuto vidéo, justement, je vais utiliser 5 outils. Voilà, 5 outils différents qui vont travailler sur la même partition apprentissage test que nous allons créer ensemble. C'est ça l'idée. Voilà. Ça vous permettra, vous, de voir à peu près les différents schémas. Donc, on voit bien, hein, on est bien dans ce cadre-là. Mais l'idée, c'est qu'on va faire une subdivision apprentissage test, donc de manière à ce qu'on puisse comparer directement les résultats d'un logiciel à l'autre. Allons-y alors. Et la base qu'on va utiliser, c'est la base spam base, hein. Donc voilà, c'est la base des spams, si vous voulez, où on a une série, chaque observation, c'est un message. Chaque observation, c'est un message. On a des descripteurs de ces messages-là, ça va être les fréquences des mots et des caractères, tout simplement. Et on a une variable cible, c'est est-ce que le message est un spam ou pas. C'est ça l'idée, hein. Un spam, tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est un message illicite qui vous sollicite pour, je ne sais pas, gagner des milliards, en fait, c'est vous qui allez en perdre. Voilà, ainsi de suite, hein. Très bien. Donc, c'est ça l'idée. On a une variable cible binaire, yes, no, voilà, et on a une série de variables prédictives. Cette base-là, il y a 4601 observations. Admettons qu'on va la subdiviser en 3601 pour l'apprentissage et 1000 pour le test. Je reviens 2 secondes ici. Là, j'avais dit en cours, hein, que la pratique veut, et c'est comme ça que les paramètres sont mis par défaut, on prend 70% pour l'apprentissage et on prend 30% en fait pour le test. Voilà, c'est la pratique qui veut ça, pratique communément admise. Mais en réalité, il n'y a pas de règle complètement immuable là-dessus. On vous dit aussi parfois, donc c'est 2 tiers, 1 tiers. C'est ce qu'on voit la plupart du temps dans la littérature. OK. Et c'est les paramètres qui sont mis par défaut dans les logiciels, dans certains logiciels en tous les cas. Très bien. Et on me dit souvent, mais alors c'est combien alors qu'il faut mettre? En réalité, on ne sait pas vraiment. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y en ait suffisamment pour l'apprentissage pour que le modèle puise les informations directement généralisables. Voilà. Et il faut qu'il y en ait suffisamment dans l'échantillon test pour que l'évaluation des performances donc, ne soit pas volatile. Le suffisamment, c'est un peu comme c'est un peu comme la blague de Fernand Reynaud, hein, le un certain nombre. Bah, c'est pareil. Là, il faut qu'il y en ait suffisamment. Mais le suffisamment, je connais personne qui peut le dire. Ça dépend du problème qu'on est en train de traiter, ça dépend des caractéristiques de la base, et ça dépend de la difficulté du concept qu'on est en train d'apprendre, ainsi de suite. Très bien. Donc, le 70%, 30%, on vous le donne souvent en référence, ou 2 tiers, 1 tiers aussi, hein, voilà, mais personne ne saura vous donner la bonne valeur parce que ça dépend de tout un tas de choses. Il faut qu'il y en ait suffisamment en apprentissage, sinon on ne modélise pas bien. Il faut qu'il y en ait suffisamment en test, sinon on n'évalue pas bien. C'est ça l'idée. Alors, dans mon exemple ici, je vais en prendre 3601 pour l'apprentissage et 1000 pour le test. Voilà. On est à peu près dans les standards, pas exactement, mais bon, hein, l'essentiel, c'est qu'il y en ait suffisamment dans les deux cas. Comme la base est de taille relativement, il y a suffisamment d'individus, la partition ici, ben, du coup, ça va vraiment tenir droit. Alors, je vais ouvrir la base du coup. Elle est là, spam.xlsx, je l'ouvre dans Excel, voilà, et j'ai bien la base qui est là. Donc, vous avez la description qui est là, hein, voilà, mais j'ai repris ce qu'il y avait dans le site web, sur le site web tout simplement, voilà. Et là, donc, on a les variables, hein. Donc là, c'est les fréquences des mots qu'on a comme descripteur. On a aussi, je vais écarter un peu ici pour qu'on voit bien, on a et donc la fréquence de certains caractères. Quand vous avez un message où il y a plein de dollars dedans, faut se méfier, j'imagine. Il y a aussi le fait qu'il y a des caractères, donc c'est la longueur des chaînes de caractères qui sont en majuscules. Hein, c'est aussi un élément qui est intéressant. Quand vous avez un message et que tout est écrit en majuscule, généralement, c'est que le message, il y a à discuter là-dessus. Voilà. Très bien. Et donc là, on a bien la variable cible, yes, no. Et ça, j'avais dit dans l'autre vidéo, je le redis ici, dans Excel, si on veut partitionner un apprentissage test, il ne faut pas d'emblée comme ça prendre les 3601 premiers en apprentissage et les 1000 suivants pour le test. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment la base a été triée. On ne sait pas comment la base a été constituée, on ne sait pas comment la base a été triée initialement, hein. Voilà. Donc, si vous prenez ça, peut-être que vous êtes en train d'ingérer quelque chose que vous ne maîtrisez pas.
Donc, l'idée est très simple, c'est que il faut faire un tirage au hasard. Pour pouvoir le faire simplement dans Excel, l'idée la plus simple, c'est que vous créez une colonne qui n'a rien à voir avec vos données, qui joue le rôle d'index, et vous triez sous cet index-là. Ça a pour conséquence de brasser totalement vos lignes, hein, de les mélanger aléatoirement. Là seulement, comme c'est mélangé aléatoirement, là seulement, vous prenez les 3601 premiers pour l'apprentissage et les 1000 suivantes pour le test. Parce que on est assuré que les lignes sont totalement mélangées et donc on a vraiment une partition au hasard. Alors, je vais mettre statut, je vais réutiliser statut après, hein, voilà, mais je l'appelle statut, et j'insère la fonction ici aléa. La fonction aléa génère, donc je vais mettre une couleur différente pour qu'on voit bien qu'il a un rôle différent, hein. Cet outil-là, je mets cette couleur-là par exemple, voilà, et je génère ici la fonction aléa qui génère un nombre aléatoire compris entre 0 et 1 suivant une loi uniforme. Voilà. Je fais copier-coller vers le bas, tac, sans me planter, voilà, voilà. C'est bien une fonction. Paf, vous avez vu, hein, à chaque fois qu'on recalcule la feuille, on est bien d'accord, c'est une fonction. Et c'est bien des valeurs générées aléatoirement. Et l'idée est la suivante. Donc, il va jouer le rôle d'index pour trier la base. Comme il n'a rien à voir avec les données qui sont là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça va mélanger aléatoirement les lignes. Hein, ça va brasser totalement la base. Hein. Là seulement, on prendra les 1601 premiers pour l'apprentissage, les suivants pour le test. Alors, pour faire ça, je vais dans Données et je vais trier. On s'assure qu'il y a bien toutes les colonnes, voilà, et on va prendre la colonne statut comme référence. Voilà. Le tri, qui soit croissant ou décroissant, ce n'est pas un problème. On est bien d'accord là-dessus. L'essentiel, c'est que ça mélange. Hein. Alors, regardons bien. Hein, on le voit bien ici au fond. Il y a yes, no, 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 yes, ainsi de suite pour les premières lignes. On va trier sur la base du statut. Paf. Et voilà. On voit bien que ça a trié. Ça a trié, ça a totalement mélangé en réalité. Alors, on dirait que ça n'a pas trié ici. Voilà. Pourquoi? Parce que là, en fait, il a recalculé la fonction après le tri. Donc, ce n'est pas ces valeurs-là qu'il a utilisées pour trier. Mais ce n'est pas le problème. Notre problème à nous, c'est que maintenant, on a la base qui était complètement mélangée au hasard. Vous avez vu qu'on n'a plus le yes, no, no, no qu'on avait initialement. OK. Donc, ça, j'enlève. Voilà. Et je vais créer un indicateur qui me dit cela, c'est les trains et cela, c'est les tests. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Donc, je mets train, voilà, de la ligne numéro 2 jusqu'à 3602. Vous arrêtez à 3602, hein, parce que sinon, on n'a pas les 3601. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a la ligne d'en-tête. Hein. Il ne faut pas que je me plante. Tac, 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 j'ai débordé. Tac, 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 voilà. Oh là là, Rico, je remonte un peu. Hop là. C'est là qu'on fait des allers-retours sans se maîtriser. 3602, c'est là. Cliquons-y voir, là, on est bien 3602. Et là, je fais test. Tac. Voilà. Et voilà. Donc, jusqu'en bas ici, on a test, les 1000 derniers et les 3601 premiers, c'est très. Donc, je vais enregistrer ça, fichier, enregistrer sous, et je vais l'appeler spam app test.xlsx. Hein, voilà. Donc, cette base maintenant, c'est la même qu'initialement, sauf que les lignes sont mélangées et j'ai rajouté une colonne statut qui permet de distinguer les individus qui appartiennent à l'échantillon d'apprentissage et ceux qui appartiennent à l'échantillon de test. Voilà, je peux fermer ça parce que je n'ai plus besoin et on voit bien. Hein, voilà, ici maintenant, la nouvelle base qui a été créée. OK, bien. Ben maintenant, on peut se lancer dans l'utilisation des logiciels de machine learning en utilisant différents algorithmes d'apprentissage. Alors, le premier que je vais utiliser, c'est NIME. NIME. Pourquoi NIME? NIME, j'utilise dans certains de mes enseignements. Voilà. Alors, NIME, c'est un excellent outil libre, voilà, qu'on peut charger gratuitement sur Internet, et il a déjà des fonctionnalités pas mal. Alors, il y a des versions aussi qui sont pas libres, hein, qui sont payantes derrière, voilà, mais pour aller vers, comme le deep learning, des choses comme ça, des fonctionnalités plus élevées, voilà, et aussi le support, voilà. Mais pour ce qu'on fait nous, enfin, il y a beaucoup de choses que nous on fait en réalité, on peut déjà l'avoir avec la version ici libre disponible sur Internet. Donc c'est l'Analytics Platform. Voilà. Donc je l'ai chargé, je l'ai installé, voilà, et on va travailler dessus. Alors si vous souhaitez aller plus loin, voilà, j'ai aussi fait un tuto là-dessus, il fut un temps, 2016, voilà, analyse prédictive sous NIME. Et dans ce tuto-là, voilà, je montre les différentes étapes. Voilà, je montre le même schéma que tout à l'heure, vous avez bien vu. Hein, et je dis ce qu'il faut faire, ainsi de suite, les différents traitements.
Alors, c'est intéressant de le lire quand même. Pourquoi? Parce que dans une vidéo, c'est exactement comme en cours, en réalité, je suis obligé d'être schématique. Il faut que j'aille vite, j'aille à l'essentiel et que je sois schématique. Sinon, je vous perds. Je connais suffisamment les étudiants maintenant, depuis le temps que j'enseigne, et je sais très bien que si je suis pas schématique, si je commence à partir sur des digressions, je perds tout le monde, hein. En tout cas, je perds beaucoup d'étudiants. Donc, il faut que je sois direct, je vais directement à l'essentiel et que je sois le plus schématique possible. Donc, c'est ce que je fais aussi dans les vidéos. Ici, quand j'écris un tutoriel écrit, cette fois-ci, là, je peux aller sur des digressions, sur des réflexions, sur des comparaisons, sur ainsi de suite. C'est pour ça que je conseille quand même de lire les tutos écrits. Ça vous permettra d'aller plus loin. Là, je vais vraiment directement à l'essentiel. J'ai fixé un but et je vais aller à ce but-là, c'est la partition et ensuite l'apprentissage test sur la partition que j'ai fait initialement, la subdivision des données. Voilà. Alors, une fois ça dit, je vais dans NAME. Maintenant, il est ouvert, il est là. Donc voilà, donc NAME se présente comme ceci, il y a beaucoup de logiciels qui fonctionnent avec ce principe-là. Là, vous avez le gestionnaire de vos projets, là, c'est les outils analytiques, et là, c'est le workflow dans lequel vous allez travailler. Donc, je vais créer un nouveau workflow dans mes traitements, là, File, New, voilà, NAME Workflow. Voilà. Next, et je l'appelle, par exemple, spam démo vidéo. Démo vidéo. Je ne mets jamais d'accent pour éviter les problèmes, on ne sait jamais. Voilà, finish. Et ça y est, donc vous avez un espace de travail ici. Vous avez un espace de travail qui vous permettra de définir les traitements. Les traitements, ils sont de quel ordre? Je reviens sur mon schéma initial. C'est la base initiale qui est là, dataset. Donc c'est la base spam. Et maintenant, j'ai rajouté une colonne supplémentaire là, statut. Vous avez vu, hein, on ne la voit pas ici, mais bon, c'est ce que j'ai fait dans Excel. J'ai rajouté une colonne statut là, et la colonne statut me permet de savoir qui va aller dans l'échantillon d'apprentissage train et qui va aller dans l'échantillon test. La colonne statut que j'ai rajoutée ici là. Voilà. Donc ceux qui sont train, ils vont aller par là, ceux qui sont test, ils vont aller par là. Sur le train, je modélise et après j'applique sur le test pour faire la prédiction. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, on est bien dans ce cadre-là, et la seule nouveauté par rapport à ce cadre-là, c'est que j'ai créé ici une colonne supplémentaire, statut, qui permet de savoir qui va en train, qui va en test. Voilà. OK, qu'est-ce qui se passe alors? Ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de voir déjà comment on peut importer les fichiers Excel dans sa totalité avec la colonne statut dans NAME. Bon, on va très simplement ici, et voilà, et on va aller parmi les outils d'entrée-sortie, on va voir les outils de lecture, et l'outil de lecture qu'on va utiliser, c'est Read Excel. Une fois que c'est fait ça, voilà, je vais le configurer, et je vais désigner le fichier que j'avais mis sur le bureau, dans la boîte de dialogue apparaît là-bas, il est sur le bureau, et je vais dans Dossier, et je prends Spam App Test, je l'ouvre. Ça y est, il l'a lu là, et en dessous ici, vous avez un outil de prévisualisation qui vous dit ce qui se passe. Il l'a lu effectivement, mais il ne sait pas que la première ligne, voilà, la ligne 0, c'est en fait les noms des champs, c'est les noms des variables. Donc, il y a sûrement une option qui permet de dire ça. Regardons, elle est ici. Table contains column names in row number. Paf, je clique et je fais refresh pour vérifier. Et voilà. Donc là, maintenant, il a bien compris et il type automatiquement les données. Donc, il voit que Marc et tout ça, c'est des doubles, c'est des réels, voilà. Et si on va plus loin ici, on ne peut pas, si, voilà. Il voit que certains, c'est des entiers, parce qu'il y a des chiffres non virgules, et les deux dernières colonnes, la variable cible, c'est une chaîne de caractères, et donc la variable statut qu'on a créée, nous, pour scinder la base, c'est une chaîne de caractères aussi. Je clique OK, et j'exécute. Il charge la base, vérifions tout ça, voyons le output table, tac. On le voit bien qu'il arrive à le charger correctement, voilà, tout va bien, et on a bien ici le nombre de lignes, le nombre de colonnes, avec les descriptions, ainsi de suite. Voilà, c'est très bien, hein. Moi, je trouve cet outil assez épatant. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut qu'on split les données, voilà, en se basant sur le champ statut. Alors, est-ce que j'ai ça dans NAME? Dans NAME, il y a cet outil-là, il est dans manipulation, des rows, on va voir s'il y a filter, voilà, et on a un rule Z, row splitter. Splittons, voilà, et on voit bien qu'il a une double sortie. C'est ça l'idée, hein, c'est que on va splitter en se basant sur le champ statut, et on a une source initiale qui est unique, c'est la base entière, et on va avoir en sortie deux
sources de données, enfin 2 éléments de données, 2 tables de données, une partie pour le train, une partie pour le test. C'est ce qu'on voit bien ici. OK, nickel. Reste à le paramétrer. Paramétrons-y. Alors, on a un exemple ici qui vous donne ce qu'il faut faire. Hein. On met le nom du champ, on met la condition et on indique true, c'est la sortie, c'est ce qui apparaît dans la première sortie. Voilà, true matches go to first output table, la flèche du haut. Et sinon, il serait dans la seconde. Ben, nous, on va dire le true, c'est ce qui est en haut, les 3601, ceux qui correspondent à train, et les 1000 suivants, ça sera la sortie du bas. Les sorties sont là, on veut bien, hein. Sortie du haut, sortie du bas. Allons-y alors. Écrivons la condition, c'est statut qu'on veut utiliser. Ça y est, il a mis statut. Et on va faire la condition, donc c'est, il y a des conditions possibles. Admettons qu'on peut utiliser like ou in. Moi, je vais te faire in. J'aurais pu faire like aussi, en fait. Hein. Voilà, on va en faire like, tiens. Voilà, like. Et je mets entre guillemets la condition. La condition, c'est train. Voilà. Donc, statut like train, il y a un espace en trop. Là, j'aime pas les espaces en trop. À ce moment-là, ça correspond à ce que je veux sélectionner. Et les trous vont correspondre à la première sortie de la table. OK, je lance, exécute. Voilà. Vérifions ça. Si je vais sur le first output, voilà, on a bien 3601 observations. C'est ce que je voulais. Et ça correspond bien à ceux qui sont trous. Voilà. À ceux qui sont train, du coup. Train étant les trous. Il n'y a que des trains, on est bien d'accord. Hein, je vais jusqu'en bas, il n'y a que des trains. Et la deuxième sortie, la deuxième output table, voilà, elle est bien là, et il y a bien 1000 observations. Voilà, ce sont ceux qui sont tests. OK, voilà, tac, petite sauvegarde, on sait jamais. Hein. Voilà, donc ça y est, maintenant, je suis là, ça c'est le premier output table, first, et là c'est le second output table. Qu'est-ce qu'il faut faire alors sur le premier output table? Il faut que je crée le modèle prédictif. Je vais utiliser un arbre de décision, d'ailleurs, dans NIME, en utilisant spam comme variable cible et les autres comme prédictive. Et statut, il ne faut pas que je l'utilise. Hein, voilà. Donc, il ne faut pas que j'utilise statut. Donc, comment on fait ça? Donc, il faut que je filtre les colonnes et ne pas utiliser la colonne statut. Pour faire ça, je vais aller dans les manipulations, je vais prendre colonne, je vais filtrer, voilà, et je vais lui dire, pour modéliser, voilà, tu prends la variable statut et les autres, et il ne faut surtout pas prendre spam et les autres, et il ne faut surtout pas prendre statut. Tac, voilà, je vire statut. Bien, 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 lançons-y voir, mais là, il n'y a pas d'enjeu, hein, donc je lance, mais ça marche, très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et maintenant seulement, je vais modéliser. Ça y est, je suis à ce stade-là, voilà, je suis là maintenant, là, à la jonction entre les deux, là, je vais créer l'arbre de décision. Alors, créons l'arbre de décision, je vais utiliser l'outil décision tree, voilà, learner. Alors, décision tree, learner, il est là, il est dans Analytics, Manning, décision tree. Ah, tac, je branche, tac, voilà, et je configure. Donc, la variable cible, c'est bien spam. Hein. Vérifions toujours qu'il a bien sélectionné la variable cible. Après, les autres, c'est des paramètres. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il faut lire la documentation. Hein. Voilà. OK. Voilà. J'exécute et je visualise. Voilà l'arbre de décision. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'affiche pas tout de suite. Alors, c'est un affichage joli, mais il n'est pas interactif. Vous ne pouvez pas voir les individus qu'il y a sur les feuilles. Vous ne pouvez pas sélectionner la variable de segmentation ou voir les positions des autres variables en comparant les moyennes ou les fréquences, typiquement, sur présentation ou pas. Non, on n'a pas ça ici. Tout simplement, c'est la visualisation qui permet de voir plus ou moins de branches. Si on veut voir toutes les branches, on va dans Tree et Expand, Selected Branch, voilà. Et vous avez l'arbre global qui est titanesque. On voit bien qu'il est assez grand, l'arbre. Hein. On ne peut pas le visualiser ici, hein, en l'occurrence. Hein. Vous avez vu, hein, on le voit ici, là. Il est assez grand, en fait. Hein. Donc, la seule chose qu'on peut faire, là, il est assez titanesque, en fait. Hein. La seule chose qu'on peut faire, en réalité, c'est que, voilà, pas à pas, on va visualiser ce qu'il y a en dessous ici. Donc, on a les proportions de yes et no. Voilà, il segmente avec ici la première variable, c'est la fréquence du point d'exclamation, ainsi de suite. Ce qui c'est plus fréquent, ben voilà, on a ces distributions-là, ainsi de suite, et on peut visualiser ainsi. Voilà.
Voilà, ça permet déjà de voir les choses relativement en détail, mais on n'a pas le rôle des autres variables et on sait pas typiquement ici la concurrence qu'il y avait entre les variables pour sélectionner celle qui était la plus intéressante. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a dans Cipina typiquement. Alors, j'arrête. Voilà, donc j'ai mon arbre. Donc ça, maintenant, je suis là. Cet arbre-là, je veux l'appliquer sur l'échantillon test pour créer la colonne prédiction. Comment je fais ça dans NIME? Il y a décision tree predictor. Je le prends. Voilà. Je le mets ici. Voilà, ça c'est la base d'entrée et la jonction se fera aussi. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien. Là, on a bien la flèche du modèle vers la prédiction et là, on a bien la flèche des données vers la prédiction. Et on peut le faire ici dans NIME, directement comme ceci. C'est pour ça que je trouve cet outil très pédagogique. Parce que ce que je schématise souvent au tableau, bon, là, on n'a pas de tableau à distanciel, mais habituellement, au tableau, je fais toute une série de schémas pour qu'on voit bien les démarches, les différentes étapes. Voilà. Et ce qui est intéressant dans NIME, c'est pour ça que c'est un outil qui est très pédagogique, c'est que ce que je schématise au tableau, on peut le reproduire quasiment de la même manière avec les séries de composants et les flèches qu'on met dans NIME. Et ça, je trouve ça très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des paramétrages à faire ici? Non, pas spécialement. Donc, je fais, voilà, j'exécute. Voilà. Alors, OpenView, c'est pas seulement l'arbre que je vais voir, surtout en fait, c'est que je veux voir, c'est les données classées, hein, avec la variable supplémentaire, donc prédiction. Allons-y voir, du coup, alors, tac, je réduis ça un peu parce que sinon, on voit pas tout. Voilà. Voilà, voilà. Et tout au bout là-bas, à droite, on a les données initiales hein, de l'échantillon test, hein, c'est les 1000 toujours. Ça y est, maintenant, on a spam, observé, ça c'est le Y, et là, la prédiction. Bon, statut ici, il ne sert pas. Hein. On a bien ici, spam, voilà, ce que j'ai mis en bleu, ici, et ce que j'ai mis en orange foncé, ici, c'est bien la prédiction qui est là. On voit bien. Ah, c'est pas mal. Hein. Moi, j'avoue que je trouve ça très intéressant. Regardez, ce que j'ai en bleu ici, cible Y, c'est la variable spam. Voilà, c'est ce qu'on a là. Et ce que j'ai mis ici en orange foncé, c'est prédiction. Voilà, donc on est bien à cette étape-là. Qu'est-ce qui reste à faire alors? Créer la matrice de confusion. Zoom, on va revenir, on ferme ça. Pour faire la matrice de confusion, il y a un outil qui s'appelle Scorer. Donc, je prends Scorer, je le mets là, je les connecte, et il faut que je m'assure qu'ils confondent bien le Y observé, spam, et la prédiction, le Y prédit. Donc, voyons ici, configure, et first column, c'est spam, on est bien d'accord là-dessus, hein, qu'on va confronter à la seconde colonne, c'est prédiction. Là, c'est bon. Je clique sur OK, et execute en OpenViews, et j'ai la matrice de confusion, voilà, et le taux d'erreur est de 10,4%. Vous avez vu? Voilà. Donc ça, c'est la matrice de confusion. Hein. Donc ça, c'est il y a donc ici, donc c'est 349 qui sont prédits spam et qui sont réellement des spams, ainsi de suite. Et les erreurs, il y en a une là et l'autre là. Hein. Donc voilà, et les mauvaises prédictions, du coup, il y en a 104 mauvaises prédictions, 61 plus 43, ça fait bien 104. Et les bonnes prédictions, c'est 349 plus 547. Voilà. Et le taux d'erreur estimé sur l'échantillon test est de 10,4%, avec l'arbre qu'on a fait sous NIME. Voilà. Très bien. Donc là, on a fait NIME. On pourrait s'arrêter là, mais non. La même idée, on peut la faire dans d'autres outils. Donc, rappelons-nous de ce 10,4. Hein. Est-ce que je vais le mettre ici? Tac, je vais faire ça ici. Et voilà. Et je vais faire NIME arbre, voilà, est égal 10,4%. OK. Alors, j'arrête NIME, voilà, et je vais passer à un autre outil. Alors, l'autre outil qu'on va utiliser maintenant, c'est Tanagra, où on a à peu près la même idée de diagramme, de filière, si vous voulez, de diagramme, mais tout en linéaire. Donc, je vais montrer exactement les mêmes idées avec tout le temps les mêmes étapes. C'est ça l'intérêt de la faire. Alors, pour passer sous Tanagra, du coup, NIME, je peux fermer. Là, je vais fermer ici. Non, je ferme. Tac. Voilà, oui, je sauve ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Alors, revenons. Comment ça se passerait dans Tanagra? Dans Tanagra, en réalité, l'intérêt de Tanagra, ça j'avais toujours expliqué, c'est que c'est un outil pédagogique essentiellement et ça permet de tracer les étapes. Voilà, c'est ça l'idée. Et l'autre élément intéressant dans Tanagra, donc j'ai fait un tuto qui explique comment installer dans Tanagra et ainsi de suite sur votre machine et dans Excel. Donc ça, vous l'avez vu ça. Voilà. Tout simplement, donc je sélectionne les données. Voilà.
CTRL A, j'ai bien sélectionné les données ici, tac, jusqu'en fin ici, et il s'installe automatiquement dans les compléments. Il s'installe automatiquement dans le complément, voilà, Tanagra, exécute Tanagra, on vérifie bien qu'on a bien sélectionné l'ensemble des données, sans oublier de prendre la première ligne, voilà, et OK. Naim, enfin, Tanagra, on peut le voir un peu comme Naim, voilà, mais avec moins de fonctionnalités quand même, et surtout avec un système différent de filières. Hein, voilà. Ils ont fait fort. Très bien, donc on a importé les données et on a l'ensemble des colonnes qui sont là, hein, comme habituellement, hein, voilà, avec les deux colonnes, spam qui est la variable cible et statut qui permet de scinder la base. Donc quel outil on va utiliser? Donc le fameux splitter qu'on va utiliser, on peut le voir dans instance sélection. Et on a ici, c'est discrete select exemple. Voilà. Donc c'est exactement le même outil, mais simplifié, hein, voilà, qui permet de dire, je vais prendre statut, non pas spam, statut, hein, et je vais prendre train. Du coup, on aura le même principe de double sortie. Voilà. Sauf qu'il le met dans la même droite encore, sauf qu'il va distinguer ceux qui sont sélectionnés et ceux qui ne sont pas sélectionnés. Je clique OK. Voilà. Et il m'a dit, il y a 4601 qui a été importé, très bien, et 3601 sont les sélectionnés. Donc les non sélectionnés, ça va être les tests tout à l'heure. N'oublions pas ça, hein. Les sélectionnés, c'est les trains, et les non sélectionnés qu'il a mis à part, mais qui sont quand même là, mais il les a mis à part, c'est les tests, ceux qui vont jouer le rôle de test. Très bien, donc comme j'ai fait dans les différents tutos jusqu'à présent, donc je prends ici les différentes, voilà, tac, en input, très bien, et je prends target, spam, voilà, et admettons qu'on va faire, je ne sais pas, régression logistique. Pourquoi pas, hein. Voilà, donc je fais régression logistique, tac, et je lance les calculs. Voilà, j'ai le résultat. Alors, le taux d'erreur en apprentissage, c'est 7%, mais bon, c'est un apprentissage toujours, hein, voilà. Et on a directement ici les différents éléments. Et je rappelle que la régression logistique, voilà, elle est binaire. En l'occurrence, ici, elle est binaire. Voilà, elle est souvent binaire, mais on peut l'utiliser en multinomial, hein, voilà. Et comme elle est binaire, il forme directement donc la fonction score. C'est très important de savoir quelle est donc ici donc la modalité positive qu'il a prise, hein, quand il a fait les calculs, hein. Ici, la modalité positive qu'il a prise, c'est le no. Voilà. Donc ça dépend des logiciels, il faut le savoir tout simplement. Donc si pour vous, le positif c'est les yes, il faut que vous inversiez les coefficients, les signes de coefficients, hein, pour coller dans l'autre sens. C'est très important ça. Donc dans les sorties de logiciels, il prend lui, si vous ne le spécifiez pas, et s'il n'y a pas un outil pour le spécifier, il va prendre ce qu'il enchante lui, bon très bien, libre à lui, hein, et il doit nous informer pour savoir qui sont les yes, qui sont les no. Voilà. Ici en l'occurrence, enfin qui sont les positifs, la modalité positive, et qui sont donc la modalité donc négative. Quelle est la modalité positive et quelle est la modalité donc négative? Ici pour lui les positifs c'est les no. Très bien. Donc si on veut que ce soit les yes, il suffit de changer le signe des coefficients. Voilà. Donc il a calculé ici le modèle sur l'échantillon d'apprentissage. On veut l'évaluer sur l'échantillon test. Voilà. Tout simplement, en fait, il les a fait la prédiction sur les individus donc non sélectionnés en interne. Ce qu'il nous reste à faire, du coup, c'est de se dire, je vais confronter le spam et la prédiction sur l'échantillon test. Pour faire ça, voilà, on crée de nouveau ici un define status, on fait target ici, qu'on va confronter à la prédiction qu'il a créée automatiquement, hein. Donc ici, il a créé automatiquement en interne une prédiction, voilà, et on va confronter les deux. C'est ça l'idée. Hein. Donc, à chaque fois qu'on fait un apprentissage supervisé dans Tanagra, il crée automatiquement la colonne prédiction sur l'ensemble des individus. Hein. Il crée le modèle sur les individus sélectionnés, il fait la prédiction sur les sélectionnés et sur les non sélectionnés. Et nous, on va exploiter cette fonctionnalité-là pour mesurer donc les performances sur les non sélectionnés qui font office d'échantillon test. OK. Voilà, donc on a bien ça ici. Et pour mesurer, on va dans SPV Learning Assessment, on va dans Test. C'est pour ça que c'est une vidéo, c'est pas mal. Je trouve pas mal. Bon, les circonstances font que voilà, je fais des vidéos pour mieux vous accompagner. Mais d'un autre côté, je me dis c'est une excellente idée parce que généralement, quand je fais la démo au tableau, je suis dans mon discours, je fais la démo très vite et des fois, vous voyez pas tout, hein. Donc c'est pour ça que je trouve pas mal finalement ici. Donc je mets test et je paramètre bien et on peut le faire sur l'échantillon d'apprentissage, mais l'intérêt est très moindre puisqu'on avait déjà la matrice de confusion affichée. Voilà, soit sur le sélectionné, ceux qui font office donc d'échantillon test. Voilà. Et j'ai le taux d'erreur ici. Voilà. 7,9%. Vous avez vu, hein, avec ici la matrice de confusion, on a bien les 1000 individus d'échantillon test. Hein, voilà, fallait vérifier ça. Hein, voilà, et on a bien ici le taux d'erreur. Donc, si je fais ça, je fais ici, donc Tanagra, voilà, règle logistique, voilà,
est égal 7,9%. Si je voulais, par exemple, utiliser un arbre de décision, parce qu'il y en a je le montre très peu dans Tanagra, parce que je préfère utiliser Cipina oui, parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont interactives dans Cipina, mais on peut utiliser des arbres de décision dans Tanagra. Donc, je vais dans SPV Learning, et par exemple, je prends la méthode CRT. C'est carte en fait. Hein. Et comme il y a un copyright sur carte, une fois, il y a des personnes qui sont venues me dire en me disant « Ouais, tu n'as pas le droit d'utiliser je l'appelle CRT. Voilà, mais c'est bien la méthode qui est décrite dans le livre de Breman, Friedman, ainsi de suite. Là. Enfin, ils sont deux autres. Il ne faut pas oublier deux autres, mais là, que j'ai oublié. Voilà, très bien. Et donc, mais il ne travaille pas en validation croisée. Hein. Ce qu'il utilise, c'est que la base d'apprentissage, il va la scinder en deux, une pour le gros Win7 et l'autre pour le Prune7. Voilà, très bien. Il y en a 3601, donc ce n'est pas pénalisant ici. Sur des petites bases, là, pour le coup, c'est discutable, hein, si on travaille sur des petites bases. Voilà l'arbre de décision. Voilà. Et pour l'évaluer, je vais prendre exactement l'arbre de décision, il est là, il est affiché sous cette forme-là. Bon, pourquoi pas, hein, voilà, mais c'est bien un arbre de décision. Pour l'évaluer, j'utilise exactement les mêmes idées. Je vais confronter la variable observée, spam, avec la prédiction de l'arbre. Vous avez vu que c'est deux maintenant. Le 1, c'était la régression logistique. Là, c'est l'arbre. Tac, voilà. Et je mesure le taux d'erreur. Je relance. Vous avez vu, hein? Donc, j'ai fait un copier-coller direct. Comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et donc, là, j'ai le taux d'erreur. Hein. Voilà, 11,2%. Toujours, c'est des 1000 individus. Hein. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord. C'est le même échantillon test. Hein, qu'on avait utilisé dans NIME aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, je reviens ici. Et je mets Tanagra. Voilà. Arbre CRT est égal à, c'était combien déjà? Tac, 11,2%. Voilà, j'en ai fini avec Tanagra. Donc, très bien, donc je peux m'arrêter là, je vais fermer la fenêtre, je sauve les résultats, comme sous tout à l'heure. Voilà, et voilà. Mais ce qui est important, c'est bien ça, hein, on a fait exactement la même trame, voilà, mais avec un autre outil. Et les taux d'erreur mesurés sont directement comparables parce qu'on a utilisé la même subdivision apprentissage test. Super important. Voilà, donc je l'ai fait avec Tanagra. Alors ça, vous le trouverez, hein, je n'en ai pas parlé ici, mais typiquement Tanagra, il y a un tuto qui explique ça, apprentissage tech avec Orange, Tanagra et Weka. Et dans ce tuto-là, je compare d'ailleurs la même procédure de Tanagra avec deux autres logiciels, Orange, excellent outil également, et Weka. Voilà, donc je montre ça ici, voilà. Voilà, là pour le coup c'est Orange, enfin la version d'Orange à l'époque, hein, de 2006, c'était il y a quelques années, hein. J'étais un peu plus mince. Voilà, et il y avait aussi Weka, voilà, et après Tanagra, ainsi de suite. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ok, le prochain outil qu'on va utiliser, c'est Cipina. Alors Cipina, on l'utilise en TD également, en tout cas la plupart des formations où j'enseigne, donc ce cours d'initiation à la data science, où je me focalise sur l'initiation à l'analyse prédictive, voilà, on peut utiliser Cipina, et l'intérêt de Cipina, c'est qu'on a des arbres aussi, comme dans NIME, mais ils sont interactifs. On peut voir ce qu'il y a dans l'intérieur des sommets, et on peut même guider l'apprentissage nous-mêmes, hein, ce qui est souvent fait, ce qui est souvent disponible dans le logiciel payant, mais jamais dans le logiciel gratuit. Très bien, donc là également, hein, il y a le tuto qui est là, qui vous permettra de fonctionner. Voilà, c'est un vieux tuto aussi que j'ai écrit en 2008, ça ne rajeunit personne ça, mais c'est bien les idées, donc j'ai mis l'adresse qui est là, apprentissage test avec Cipina, et vous avez l'URL qui apparaît ici. Alors pour lancer Cipina, c'est pareil, voilà, je reviens sur ma base, pareil, c'est un complément Excel, donc il y a un autre tuto qui explique comment installer Cipina sur votre machine et comment l'intégrer dans Excel, et là, donc maintenant, exécute Cipina, pareil ici, hein, j'ai les mêmes données, 4602, je prends tout avec la variable statut au bout, hein, voilà, ok, et ça démarre Cipina. Alors, je redémarre sur l'autre fenêtre, hein, donc il faut que je la ramène ici, tac, voilà, bien. On a bien ici tous les individus, et comme dans Tanagra, comme dans NIME, il faut que je dise, scinde-moi ça en deux parties. Ceux qui correspondent à statut égal à train, ce sera l'apprentissage, et ceux qui correspondent à statut égal à test, c'est les tests. Donc, ça, on l'a analysé, select active exemple. Très bien, et on a un outil qui permet de sélectionner les individus. Donc, je vais utiliser rule sélection, et un peu comme ce qu'il y a dans NIME, hein, voilà, c'est pas par hasard, statut in train. Voilà. Donc, j'ai une condition maintenant. Je peux vérifier. Voilà. Et il me dit bien, ceux qui correspondent à train, il y en a 3601. Voilà. Ça permet de vérifier tout de suite. Hein, vous avez vu, hein, je l'ai fait très vite là, mais comme la vidéo, vous pouvez l'arrêter, vous le voyez. Hein. Voilà, je clique OK.
Et donc, maintenant, ici, dans les avertissements, dans les indications, on a bien 3601 sélectionnés et 1000 qui sont désactivés, qui sont mis de côté. Voilà, c'est exactement le même principe que Tanagra, c'est pas par hasard, hein, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Exactement comme dans les autres outils, il faut que je lui dise, voilà les variables prédictives, hein, et voilà la variable cible. Et statut, je ne prends pas, hein, on n'a pas besoin de statut, c'est pour ça que je ne prends pas. Il a servi à scinder, mais il ne sert pas dans la modélisation. Je clique sur OK, on a bien ici les variables, voilà, et la variable sum, et analyse là. Voilà, on a l'arbre de décision. Alors, je le dis encore une fois, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais bon, voilà. Dans Cipina, il y a un paramètre par défaut qui dit, donc, la profondeur maximum de l'arbre, c'est 4. Pourquoi je fais ça? Parce que la plupart des personnes, y compris moi-même, je lance l'arbre comme ça pour voir, lance la modélisation comme ça pour voir, genre, est-ce que ça va marcher par hasard? Très bien. Donc, faire un arbre énorme, comme celui qu'on a vu sous Nine, vous vous rappelez, l'arbre, il semblait titanesque, on l'avait vu là. Hein. Voilà, faire un arbre énorme dans un premier temps, c'est pas une bonne idée parce que ça fait qu'embrouiller, hein, parce que les règles sont pas lisibles et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un paramètre par défaut qui dit donc l'arbre est limité à 4 de profondeur. Donc là, c'est bien étage 1, 2, 3, 4. Mais vous pouvez le modifier. Vous pouvez le modifier par la suite. Une fois que vous avez mieux appréhendé les données, vous voyez à peu près les choses. Soit vous modifiez les paramètres de l'arbre. Voilà, il y a un tuto qui explique ça. Soit tout simplement, dans le tuto qui est en ligne, hein, soit tout simplement, vous faites la construction interactive. Voilà, très bien. En tout cas, on a bien l'arbre. Donc, on est bien à ce stade-là, encore une fois. On est bien à ce stade-là. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Faire la prédiction et le test et mesurer les performances sur l'échantillon test. Alors, dans Cipina, ça, c'est fait directement. C'est fait directement en une commande. Ces deux étapes-là sont faites directement en une commande en interne. Donc, on ne le voit pas réellement. Mais on a directement le résultat qui est là. Donc, pour faire ça dans Cipina, vous allez dans Analysis et Test. Et là, on peut tester soit sur l'échantillon d'apprentissage, mais l'intérêt est tout relatif, soit sur l'échantillon test, hein, ceux qui sont inactifs, les 1000 justement. Vous avez vu, hein, ils sont là, ils sont là. Je fais sur les tests. Voilà. Et OK. Et donc là, l'arbre de Cipina, là, voilà, la matrice de confusion, encore une fois, hein, voilà. Et le taux d'erreur, c'est 11,90. Voilà. Donc, je vais aller de nouveau ici et je mets Cipina cette fois-ci. Voilà. Arbre, voilà, est égal. Alors, c'était combien déjà? 11,90, il me semble. Hein. Il est où? Il est là, 11,90. 11,9%. Voilà. Et voilà. C'est ça l'intérêt de l'affaire. L'intérêt de l'affaire, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser des outils différents, Naim, Tanagra, Cipina, et de mesurer les performances, et que les performances, comme ils sont calculés sur les mêmes trains et tests, le modèle est écrit sur les mêmes trains et l'évaluation se fait sur le même test, sont directement comparables. Alors, j'oublie pas mes amis, hein, mes principaux amis, bien sûr, c'est R et Python, bien sûr, bien sûr. Alors, bon, du coup, j'ai plus besoin de faire, je vais fermer ça, voilà. Donc, le tutoriel suivant qu'on va utiliser, voilà, c'est sous Python. Ça, on l'a fait en TD. En tout cas, dans les formations, la plupart maintenant des formations où j'enseigne, j'utilise maintenant quasiment Python tout le temps. Dans quelques formations encore, j'utilise R, voilà, pour être en cohérence avec les autres enseignements, parce qu'il faut toujours veiller à cette conférence-là, cette cohérence-là, voilà. Mais moi, de toute manière, je milite là-dessus. R, Python, pour moi, c'est même combat. Je suis capable d'utiliser l'un et l'autre de manière indifférenciée, et il faut que mes étudiants soient capables de le faire. C'est pour ça qu'en Master 2 Data Science, typiquement, je dis jamais, j'utilise les outils de manière indifférenciée. En début d'année, on les surforme sur les outils pour qu'ils soient performants, et après, ils peuvent utiliser l'outil qu'ils veulent. C'est ça, il ne faut pas qu'on soit dépendant de l'outil. On vous donne une Porsche ou une Ferrari, vous êtes capable de vous en sortir. Très bien. Donc, dans ce tuto aussi, qui est un des parmi les plus populaires, hein, donc vous avez l'URL qui est là, le titre qui est là. Voilà, dans ce tuto aussi, du coup, je montre les principales étapes sous scikit-learn. Hein, voilà. Très bien. Donc ça, vous le verrez, hein, il est disponible en ligne. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Je vais directement ici sur la solution. Alors, j'écris le code en amont. Pourquoi? Parce que taper le code devant vous, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. C'est un truc à s'embrouiller tout seul, ça, à faire des erreurs, à pas voir les erreurs et à en tourner en rond. Voilà. Alors, en vrai, devant vous, bon, ça va, mais dans une vidéo, je ne le sens pas vraiment. Donc, j'ai écrit le code en amont. Et autre élément important, j'ai plus une préférence pour Spider en ce qui me concerne, mais vous utilisez le notebook Jupyter ou Jupyter Lab, pour moi, c'est kiff-kiff, c'est pas un problème du tout. Hein. C'est pas l'outil qui est important, encore une fois. J'ai plus l'habitude de programmer, c'est pour ça que j'utilise plutôt Spider, qui est dans la distribution Anaconda. Et si vous voulez utiliser aussi le Jupyter Notebook, moi, c'est pas un souci. Hein, c'est vraiment pas un souci. Très bien.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais quand même commenter chaque ligne, hein. Je change le répertoire par défaut. Voilà, très bien, ça c'est fait. Ensuite, je charge les données et j'affiche les variables. Il faut, à chaque fois qu'on charge les données, vérifions l'intégrité des données. Voilà. Donc, il charge des données et j'affiche les informations. Voilà, il a chargé les données. On a bien ici les variables. Voilà. Et on a bien l'information qui me dit j'ai 4601 observations et 57 colonnes. Hein. Il y a 55 variables prédictives. Il y a une 56e variable qui est spam, qui est la variable cible, et la variable statut. Donc, j'en suis à ce stade-là. Revenons à nos affaires, on est là. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais scinder la base en me basant sur la colonne statut. Toujours la colonne statut que j'ai rajoutée là. Elle est virtuellement là. On ne le voit pas ici, mais elle est là, en fait. Bah, tout simplement, en Python, je vais faire une requête sur les data frames Panda. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce que je prends pour train, df train, là, ce que je prends, c'est ceux qui correspondent à statut égal à train, et je prends toutes les colonnes, sauf la dernière. Pourquoi? Parce que la dernière, c'est la colonne statut, et j'en ai plus l'usage après. Hein. Donc, je crée un sous-ensemble de data frame, et dans le premier sous-ensemble, je prends à ceux qui correspondent à statut égal à train, et dans ce sous-ensemble-là, je prends toutes les variables, sauf la variable statut qui ne me sert plus après. C'est le rôle de cette deuxième partie de la commande. Vous avez vu, hein? Voilà. Très bien. Alors, je lance celle-ci, ça marche. Je lance celle-ci, ça marche aussi. Vérifions toujours les dimensions. Voilà. 3601 pour l'apprentissage, voilà, et 1000 pour le test. Il y a 56 variables, 55 variables prédictives. La 56e, la dernière, c'est spam. Très bien. Je vérifie si les colonnes, on a toutes les variables jusqu'à spam, mais sans statut. C'est exactement le cas. On a bien toutes les variables. Voilà, bon, parce que l'affichage, là, il est un peu tac, tac, tac. Voilà, on a bien toutes les variables et sauf spam. Très bien. Alors, dans mon exemple ici, du coup, je vais utiliser l'analyse discriminante. Bon, pourquoi pas, on ne l'a pas utilisé jusqu'à présent. Hein, on ne va pas se priver. Paf. Voilà, il l'a chargé, la librairie. Voilà. Une fois qu'il a chargé la librairie, donc, on va instancier la classe. Voilà. CLF, c'est pour classifieur. On le voit souvent dans les tutos en anglais. On voit souvent CLF, typiquement. CLF, c'est pour classifieur. Hein, classifieur en français. Voilà. Donc, voilà, j'ai instancié la classe de calcul et avec l'objet de calcul, je vais faire le fit. Je vais modéliser. Hein. Donc, ici, les X, c'est toutes les variables sauf la dernière. C'est toutes les données d'apprentissage avec toutes les variables sauf la dernière. C'est le sens du -1 qui est là, sauf la dernière, 2 points -1. Donc, la colonne 0 jusqu'à l'avant-dernière. Et le Y, c'est la colonne spam. Paf, j'affiche les calculs. Si on veut voir les coefficients, j'ai une petite astuce là. Voilà, on a les coefficients qui sont là. Très bien. Alors, très important, il faut qu'il nous dise quelle est la modalité qu'il a utilisée comme variable cible. Alors, en l'occurrence, ici, apparemment, c'est la deuxième qui prend. Hein. C'est à vous de vérifier ça. C'est à vous de vérifier ça. Il faut vérifier celle qui prend comme modalité cible. Il n'est pas très clair là-dessus, mais en tous les cas, quand on a une variable cible à deux modalités, il crée directement donc la fonction score. Et donc, il crée en fait les fonctions de classement en interne, mais il ne nous les montre pas. Il montre directement la fonction score et il nous donne directement la fonction score. Hein. Donc, il fait la différence terme à terme entre la fonction de classement des yes et la fonction de classement des no. Voilà. Et en faisant cette différence terme à terme là, voilà, il a pris une des modalités de Y comme modalité cible. Voilà. Donc, très bien. Il ne le dit pas vraiment, mais bon, c'est à nous de le voir. Là, c'est la petite astuce. Je montre un peu le code, mais en fait, ce code-là, je le mettrai en ligne. Hein. Je mettrai ce code-là en ligne, ça vous permettra de voir. Et pour lui, en fait, la modalité cible, c'est par ordre alphabétique, c'est la deuxième tout le temps. Donc, c'est ici, c'est yes, no, yes. La deuxième par ordre alphabétique, c'est yes. Donc, c'est yes qu'il a pris comme modalité cible. Voilà. Mais cette information-là, on doit l'avoir. Hein. On doit l'avoir. Donc, moi, j'ai lu la documentation. C'est là que j'ai vu que c'est la deuxième modalité qui sert de modalité cible, tout simplement. Voilà. Très bien. Donc, une particularité de scikit-learn quand il fait une analyse discriminante avec une variable cible binaire, c'est qu'il ne fournit pas les deux fonctions de classement, il fournit directement la fonction score. Voilà. Quand le Y a plus de deux modalités, là, il fournit chaque fonction de classement. C'est important, ça. Il faut bien que vous voyez ça parce que dans votre projet, j'imagine, hein, j'imagine que vous allez utiliser Python, pour certains d'entre vous en tous les cas, et dans Python, vous allez utiliser, j'imagine aussi, l'analyse discriminante. Donc, c'est important de bien repérer ces différents éléments. Très bien. Là aussi, j'affiche la constante de la fonction score. Voilà, il n'y a pas trop de... Qu'est-ce qui reste à faire? Donc, j'en suis à ce stade-là. On est bien à ce stade-là. Voilà, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui reste à faire? Je fais la prédiction sur l'échantillon test.
Voilà. Donc là, ce n'est pas un arbre que j'ai fait. Hein. Là, ce que j'ai fait, c'est une discriminante. On est d'accord. Donc, je vais faire la prédiction sur l'échantillon test. La commande, elle est là. Donc, je fais ici. Et j'affiche les prédictions sur les premiers individus. Hein, yes, yes, no, yes, ainsi de suite. OK, très bien. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Quand j'ai la prédiction, je vais construire la matrice de confusion et calculer le taux d'erreur. Donc, j'utilise ici la librairie Matrix de scikit-learn. Voilà. Et ensuite, je crée la matrice de confusion et je calcule le taux d'erreur. Voilà. Vous avez vu, hein, on est bien tout le temps sur le même schéma global. Seul l'outil change, mais le code, là, il n'est pas… On l'a fait ça en TD plusieurs fois. Hein, donc, pour vous, ce n'est pas une surprise, on est bien d'accord là-dessus. La seule vraie nouveauté ici, c'est cet élément-là. Jusqu'à présent, dans nos TD, vous chargez d'abord l'échantillon d'apprentissage dans un premier data frame et vous chargez le deuxième échantillon test que j'avais préparé en amont dans un deuxième data frame. Là, vous utilisez une colonne qu'on a créé nous-mêmes, voilà, pour scinder en apprentissage et test. Le data frame d'apprentissage, dftrain, et le data frame de test, dftest. Voilà. Et on a ici donc le taux d'erreur de 12,2%. Excellent. Donc allons-y alors. Donc, voilà. Là, je mets Python. Voilà. Mais Python scalaire, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, LDA pour les discriminantes est égal à 12,2%. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Alors, du coup, voilà. Il reste à voir comment ça se passe sous R. Hein. Vous vous rappelez, hein, pour certaines formations, je fais des TD qu'en Python, mais je vous envoie toujours les corriger sous R. Hein. Voilà, pour certaines formations, je fais des TD sous R directement. C'est très bien aussi. Bah là aussi, sous R, je passe sous R Studio cette fois-ci, j'utilise le même principe, voilà, mais sauf que, bien sûr, également, j'ai fait le code en amont. Hein, pareil, ça ne sert à rien de se planter devant tout le monde, là. Voilà, c'est suffisamment difficile comme ça. Si je recommence à rentrer le code, là, je vais m'embrouiller. Donc là aussi, j'ai préparé le code en amont, et ce code-là sera disponible en ligne, hein, sur le site de mes tutoriels. Je mettrai le lien sur la vidéo, et je mettrai, d'une part, la trame globale en fichier PDF qui permet d'avoir des repères, et je mets le code, voilà, R et Python, voilà, et je même mis l'archive pour les autres outils, en tout cas pour Nime, parce qu'on peut générer une archive qui permet de reproduire les calculs, donc je mettrai également. Voilà. Allons-y alors, paf, tac, je change de dossier, ah non, c'est pas F9 ici, là c'est contrôle-entrée, tac, contrôle-entrée, je charge la librairie qui permet de lire les fichiers Excel, il y en a plusieurs, hein. Il y a XLSX, il y a ReadXL, voilà, là j'ai pris OpenXLSX, qu'importe, voilà, et je charge les données. Première chose à faire toujours, vérifier que le chargement s'est bien passé. Donc là, on a bien les variables et on a bien les deux colonnes, voilà, statut et spam. On a toutes les variables qui sont là, et il me dit bien 1601 observations, 57 variables. C'est un réflexe à prendre. La première chose à faire, en Python, quand vous chargez, c'est faire info pour savoir ce que vous avez manipulé, et sous R, typiquement str, ça vous permet de vérifier que tout s'est bien passé. De la même manière, hein, ça, vraiment, c'est un truc que je vous conseille, c'est que mettez le code Python d'un côté, mettez le code de R de l'autre. Voilà. Et comparez les deux. Comparez les deux codes. C'est extrêmement instructif. Et ça montre bien qu'en réalité, ce qui importe, c'est la trame. Et l'outil, ce n'est qu'un outil. Donc là, pareil, hein, je dis, un premier data frame pour mettre le train, il est composé des individus qui répondent à la condition statut égale à train, et je prends toutes les colonnes, sauf statut. C'est le rôle de cette ici deuxième condition. Voilà. C'est ça l'idée. Hein. Pareil, pour le deuxième data frame test, je prends ce qui correspond ici à statut égal à test. Ça, c'est une condition pour les lignes. Et pour les colonnes, je prends toutes les colonnes, sauf statut. Donc, zoo, entrée. Vérifions toujours les dimensions. Voilà, ça aussi, c'est un réflexe à prendre. Vous faites une manip sur les données, vous créez des sous-data frames, vérifions les dimensions toujours. Sinon, on ne sait pas, on peut avoir des mauvaises surprises. Je liste les colonnes exactement, et on a bien toutes les colonnes, sauf statut maintenant, on peut fonctionner. Alors ici, en l'occurrence, je vais utiliser un arbre de décision avec rpart. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. Vous pouvez tester ce que vous voulez. Hein. Voilà. Généralement, dans mes cours d'initiation à la data science, ma seule contrainte quand vous faites des projets, voilà, c'est que je vous demande de travailler soit avec un système à base de règles, soit un système où on a une combinaison donc linéaire des variables, pour que le modèle reste lisible. Après, en master de data science, là, on va plus loin, on va utiliser des méthodes qui sont un peu plus opaques, mais plus performantes parfois, souvent, ça dépend des bases, hein, tout dépend des bases qu'on manipule, tout dépend des problèmes qu'on traite, comme des random forest ou des choses comme ça, où on n'a pas un modèle lisible directement, mais on peut avoir donc l'importance des variables. L'intérêt de ces méthodes-ci, c'est qu'on peut avoir un modèle qui est lisible, soit via les systèmes des coefficients,
les signes et les valeurs de coefficients quand on a un classifieur linéaire, soit les règles directement quand on a un système à base de règles. Donc là, typiquement, je crée un arbre. Voilà, l'arbre de décision. Bon, il l'affiche aussi de manière textuelle, hein, un peu à la manière de Tanagra. Voilà, très bien. Ou bien on peut l'avoir de manière graphique, à la manière de, voilà, en utilisant rpartplot. C'est ce que je fais ici. Voilà, et vous avez l'arbre ici qui n'est pas interactif. Hein, il est joli, il est en couleur, voilà, mais il n'est pas interactif non plus. Vous ne pouvez pas cliquer sur sommet pour voir qui sont les individus, ainsi de suite. Voilà. Une fois que j'ai l'arbre de décision, très bien, il faut voir qu'est-ce que ça donne sous l'échantillon test. Voilà, on est bien à ce stade-là, là, encore une fois, on est là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, je reviens dans R, je fais la prédiction. Voilà les prédictions, donc je suis bien ici maintenant les deux colonnes. Je vais finir par vous saouler à montrer tout dans ce graphique, mais bon, il faut tout le temps qu'on ait un repère schématique, c'est ça qui est important. On a bien ces deux colonnes maintenant avec la prédiction, et ensuite je calcule la matrice de confusion, voilà, et le taux d'erreur. Voilà, 11,2. Ah tiens, 11,2 ici le taux d'erreur. Voilà, donc je mets R, voilà, rpart, avec le paramètre par défaut, voilà, est égal à 11,2%. Et voilà, et ben voilà, très bien. Et donc, dans votre projet, là, j'imagine que je verrai des choses qui ressemblent à ça. Alors, vous n'êtes pas obligé, vu le temps que vous avez, hein, qui est parfois limité, très limité même, parce que c'est là qu'on voit vraiment qu'on se démarque vraiment. Ceux qui maîtrisent, ils ont toutes les idées en tête, ils ont tous les schémas en tête, et ils savent utiliser directement les outils pour se lancer. Voilà, ceux tâtonnent un peu. Donc, mais j'imagine que vous allez tester au moins 2 méthodes, voilà, dans le système de classement, parce que le scoring, c'est encore autre chose. Voilà, mais en tout cas, dans la partie classement, j'imagine que vous allez utiliser au moins 2 méthodes pour pouvoir les comparer, hein, pour voir quelle est la plus intéressante et que vous utilisez après dans la partie déploiement. Hein, là, ce qui est important là-dessus. Et voilà, et c'est à peu près les mêmes idées qu'il faut appliquer. Hein. Là, on a utilisé 5 outils différents et on peut voir. Et donc, sur ce problème-ci, finalement, c'est plutôt la régression logistique qui était la bonne idée. Dans ce problème-ci, en tous les cas, c'est la régression logistique qui semblait la plus performante. Voilà. En utilisant Tanagra ici, mais j'imagine très bien que si on avait utilisé la régression logistique de Python scikit-learn, on aurait un taux d'erreur qui serait à peu près du même ordre d'idée. On aurait un taux d'erreur à peu près du même ordre d'idée. Voilà, je m'arrête là. Ouh là là, j'ai plus de salive. Mais bon, au moins, ça permet d'avoir les idées et ça vous permettra à vous de travailler sereinement sur les différents projets que vous aurez à faire. Allez, je m'arrête là-dessus. Tac, arrêtez l'enregistrement.